Le 15 juin 1722, un enfant de 12 ans prénommé Louis revenait à Versailles qu'il avait quitté 7 ans plus tôt. Lorsqu'il pénétra dans la galerie des glaces, ému sans doute par la lumière de fin d'après-midi, il s'allongea sur le parquet pour mieux voir les décorations de la voûte. Un à un, les gens de sa suite, interloqués ou amusés, firent de même. En observant les peintures dont la plupart mettaient en scène son arrière-grand-père, le roi Louis XIV, qu'il avait à peine connu, l'enfant songea qu'il était roi lui-même et qu'il avait sous les yeux le programme de sa propre vie, la monarchie absolue de droit divin. Parmi les milliers de visiteurs qui se pressent chaque jour dans la galerie des glaces du palais de Versailles, combien prennent la peine de lever les yeux pour observer en détail les peintures qui ornent le plafond? Assombries par le temps, trop hautes, trop mal éclairées, trop nombreuses peut-être. Nous-mêmes qui les filmons avec le désir de les montrer, de les découvrir dans tous les sens du terme, nous constatons que la caméra ne donne pas entière satisfaction. Il suffirait bien sûr d'un éclairage puissant, solution repoussée, car la lumière des projecteurs pourrait endommager les œuvres. Restent les photographies. Elles nous restituent magnifiquement les œuvres de Charles Le Brun, telles que lui-même ne les a jamais vues. 1678, Louis XIV a 40 ans. C'est le temps de l'apogée des succès diplomatiques et militaires, des grands chantiers. À Versailles, on s'affaire pour être prêt à accueillir le royal locataire. Mais il manque encore au palais un espace hors du commun, emblématique du règne, une salle d'apparat, de réception, de prestige. L'ouvrage est confié à l'architecte Jules Hardouin-Mansart, qui saura traduire dans la pierre et le verre les rêves de grandeur de son souverain. 73 mètres de long, plus de 12 mètres de haut, presque autant de large. 17 fenêtres donnant sur le jardin qui répondent aux 17 arcades ornées de miroirs. Des glaces qui rivalisent en qualité avec celles de Venise. Pour la décoration intérieure, Louis XIV et Colbert choisissent le peintre Charles Le Brun. À la tête d'une armée de collaborateurs, il va concevoir jusqu'aux plus petits détails. Mais dans un lieu où doit s'exercer le pouvoir, l'apparence est chose trop importante pour être laissée à la seule imagination d'un artiste. Les croquis de Le Brun sont examinés en conseil du roi avec autant de soin que les rapports d'ambassadeurs. Après des mois d'hésitation, ce qui montre que le sujet avait son importance, le Conseil secret choisit de glorifier les hauts faits du règne de Louis XIV depuis 1661. 2 jours de travail suffisent à Le Brun pour fournir un premier dessin. Colbert approuve, le roi est séduit, l'affaire est faite. Au printemps 1680, l'ouvrage peut commencer. Il ne faudra pas moins de 4 années à Le Brun et à son équipe pour achever les peintures. 9 grands panneaux, peints sur toile marouflée, retracent les principaux épisodes de la guerre dite de Hollande, au cours de laquelle les armées françaises ont vaincu tour à tour les troupes des Pays-Bas, de l'Empire germanique et de l'Espagne.
La guerre, commencée en 1672, s'achève 6 ans plus tard par les traités de Nimègue qui consacrent le triomphe de Louis XIV. L'Espagne doit céder à la France la Franche-Comté et la Flandre méridionale. Saint-Omer, Cambrai, Maubeuge deviennent françaises. Pour le royaume et aux yeux de l'Europe, Louis XIV est devenu Louis le Grand. 6 camaïeux et 12 médaillons ovales peints à même l'enduit évoquent les grandes réalisations des débuts du règne, comme la réforme de la justice ou la réorganisation des finances. Roi de paix, bon administrateur, Louis XIV comble son peuple de bienfaits. À cet ensemble viendront rapidement s'ajouter les décors du Salon de la guerre et du Salon de la paix. Exactement au centre de la galerie, le roi gouverne par lui-même 1661. Ce seul tableau résume et annonce tous les autres. Il évoque un épisode célèbre. À la mort du cardinal de Mazarin, le jeune monarque de 23 ans avisa ses conseillers qu'il dirigerait désormais la France seul, c'est-à-dire sans Premier ministre. Le roi est représenté en majesté, trônant au milieu de la scène, la main droite posée sur un gouvernail. Il conduit fermement le navire de l'État. Autour de lui gravite une multitude de figures. Amour, personnages allégoriques, personnages mythologiques. Les amours symbolisent les divertissements de la cour, musique, cartes, théâtre. Leur insouciance provient de la paix garantie par le roi. Ces petits-enfants potelés pourraient bien représenter aussi le peuple français, dont le roi est en quelque sorte le père. À gauche de Louis, les Trois Grâces. Plus loin, l'hyménée rappelle avec sa corne d'abondance que le roi a un héritier et avec le flambeau que l'avenir est assuré. La France, vêtue du manteau bleu à fleurs de lys, tient en main un rameau d'olivier, symbole de paix. Le faisceau signale l'unité des Français. Appuyée sur son bouclier, elle écrase la discorde. Autre allégorie, la Seine. Son bras repose sur la proue d'un navire qui évoque les armes de Paris. De son urne, l'eau, le blé et les fruits s'écoulent en abondance pour le plus grand profit du royaume. Au pied du trône, la tranquillité soupèse une grenade. Ce fruit signifie l'union des peuples sous la souveraineté du roi. Plus haut, le temps agite son sablier, comme pour sonner l'heure des grandes actions. Sous le pinceau de Lebrun, tous les dieux et les demi-dieux antiques reprennent du service. Apollon sur son char est au rendez-vous, Vulcain apporte les armes, Hercule prête sa force. Minerve, qui tend au roi un bouclier dans lequel son visage se reflète, et Mars, le dieu de la guerre, montrent à Louis XIV le destin qui l'attend, une gloire immortelle. Un message que s'en va transmettre Mercure, le courrier des dieux. Le monde entier doit connaître la grandeur et la puissance du roi Soleil. Le monde entier, mais surtout les 3 États présentés dans la scène voisine. L'Allemagne, c'est-à-dire l'Empire, accompagné de son aigle, trône sur un nuage, signe que sa puissance repose en fait sur du vent. Un peu plus bas, l'Espagne préside au pillage des Amériques.
Tandis qu'un lion dévore un malheureux Indien, l'ambition arrache les couronnes et brûle les palais. Plus bas encore, la Hollande, grande puissance maritime, comme en témoignent les ballots, les livres de comptes, l'ancre et les navires à l'arrière-plan. Un lion, encore un, arbore les 7 flèches symbolisant les 7 provinces unies. À travers cette toile se dessine la situation géostratégique de la France à la fin du XVIIe siècle. Un pays conquérant, mais environné de puissants adversaires. Entre la France et ses voisins, les rapports de force passent inévitablement par la guerre. Or, la grande affaire des années 1670, c'est la guerre de Hollande, qui a vu la France affronter avec succès ses 3 principaux ennemis. On les retrouve unis et prêts au combat à l'entrée du salon de la guerre, Hollande, Empire, Espagne, désunis et vaincus au-dessus de la porte donnant sur le salon de la paix, Hollande, Empire, Espagne. Dans une parfaite symétrie, 2 toiles mettent en scène les préparatifs du conflit. Résolution prise de faire la guerre aux Hollandais et le roi arme sur terre et sur mer. Instant crucial du métier de roi, la décision. À la vue de ce tableau, Louis XIV, troublé, confia au peintre « Monsieur Lebrun, vous m'avez fait voir des choses que j'ai ressenties. » Mars lui offre la gloire, Minerve lui conseille la prudence. Voilà ce qui guette une armée mal préparée. Froid, sécheresse, inondation, épidémie. Mais cette guerre est forcément juste. Elle se fera, le roi le veut. Et à son appel, les dieux accourent. Mars, encore lui, Neptune, Vulcain et les autres. Paisible au milieu de toute cette agitation, se tient une femme qui porte un livre et un compas. Elle est la prévoyance. Sans elle, pas de bonne administration, pas de rentrée d'argent, pas de navires solides, pas de fortifications imprenables. La peinture dit vrai, l'armée du roi était bien la plus impressionnante de son temps. Plus de 170 000 hommes, à l'assaut de 27 000 Hollandais. Les panneaux proches des miroirs, donc mieux éclairés, se devaient de représenter les scènes les plus prestigieuses. On y voit Louis XIV donner ses directives à ses principaux capitaines, Monsieur, frère du roi, Condé, Turenne. La position des pieds des personnages sur l'estrade montre à quel point Lebrun donnait du sens aux moindres détails. Le frère du roi est placé sur le même niveau que Louis XIV, mais sa position le fait apparaître plus petit. Condé est une marche plus bas. Toutefois, sa condition de prince de sang royal est signalée par son pied gauche posé sur la marche supérieure. Quant à Turenne, légèrement en retrait, une allégorie, l'index placé sur la bouche, rappelle que le secret des conseils est l'une des forces des rois. Après le stratège, le guerrier. 4 grandes toiles évoquent les opérations militaires de la guerre de Hollande. Le passage du Rhin, la prise de Gand, la prise de Maastricht et la conquête de la Franche-Comté.
Louis XIV y figure à 3 reprises. Demi-dieu victorieux lançant sa foudre sur des ennemis pétrifiés, chef de guerre impassible soumettant les peuples. Tous ces événements ont été à l'époque largement exploités par la propagande royale. On les retrouve en particulier dans les almanachs, qui étaient diffusés dans les milieux populaires. Il faut faire savoir que les exploits de Louis le Grand surpassent désormais ceux des héros des siècles passés. En France comme ailleurs, l'art et le pouvoir ont longtemps fait bon ménage. L'artiste crée l'image du prince, le donne à voir, moyennant quoi le prince lui donne les moyens de créer. Charles le Brun est certainement le meilleur exemple d'un peintre intimement lié au pouvoir politique. Protégé par Colbert, il est devenu, par la volonté de Louis XIV, la principale autorité de l'art en France. Directeur de la manufacture des Gobelins, il crée pour le roi meubles, décors, tapisseries. Gardien des tableaux et dessins, il enrichit les collections royales d'œuvres de son choix. Recteur de l'Académie de peinture, il définit les règles de l'art. Beaucoup, comme Charles Perrault, voient en lui le plus grand des peintres français. Les arts arriveront à leur degré suprême, conduits par le génie et la prudence extrême de celui dont alors le plus puissant des rois, pour les faire fleurir, aura su faire choix. Son style tient à la fois du classique français et du baroque italien. Un langage pictural riche qui permet à Lebrun de combiner rigueur géométrique et grandes envolées lyriques. Le tout au service d'un projet pédagogique, une présentation du métier de roi. En dehors de son frère, de Condé et de Turenne, Louis XIV est le seul personnage historique présent dans la galerie. Même Vauban, pourtant responsable de la prise de Maastricht, n'y figure pas. Par le passé, les peintres avaient coutume, pour célébrer les vertus de leur souverain, de les représenter sous les traits de dieux antiques. Lebrun choisit un procédé nouveau. Le roi a ici une apparence humaine. Le vêtement d'empereur romain lui confère dignité, prestige et le place hors du temps. Les traits pourtant sont ressemblants. Le personnage peint est donc bien Louis XIV, être de chair, être mortel, mais aussi être allégorique, l'allégorie immortelle de la monarchie. Toujours placé au centre de la composition, l'espace du tableau s'ordonne autour de lui. Immobile, impassible, il domine son entourage depuis une position systématiquement surélevée. Rocher, char-volant, trône, nuages, podium. En comparaison, les puissances voisines apparaissent en proie au désordre, aux passions violentes. Seule la paix imposée par Louis XIV leur procure tranquillité et prospérité. Lebrun a négligé de faire figurer les symboles traditionnels du commandement qui sont remis au roi lors du sacre, la couronne, le sceptre, la main de justice. Des attributs désormais inutiles. Prolongement de ce corps devenu allégorique, la main du roi suffit à exprimer sa puissance. Selon les circonstances, Louis XIV tient en main des ustensiles qui prennent un sens précis. La direction de l'État, le pouvoir de décision, la force militaire. Solitude du pouvoir. Le roi n'a aucun contact physique avec les autres personnages. Les seules figures qui le frôlent sont les allégories de ses vertus ou de ses pensées. Tous les regards convergent vers lui. Lui seul ne regarde personne. Roi de paix qui sait prévoir la guerre,
Roi de guerre qui œuvre pour la paix, il est la source de tout ordre, de tout équilibre, en France et en Europe. Roi absolu par la volonté de Dieu. Un Dieu, d'ailleurs, curieusement absent. Pour celui qui arpente la galerie des glaces, qu'il soit humble ou puissant, captivé ou distrait, les images de Lebrun sont là. Leur présence s'impose et en impose. Aux ambassadeurs étrangers, les peintures de la galerie proclament, dans une menace à peine voilée, la prééminence de la France en Europe. Aux courtisans, elles rappellent chaque jour que le roi est à l'origine de tous les pouvoirs. Au petit peuple, ouvriers, domestiques, démarcheurs ou simples curieux, elles réaffirment les fondements et les principes du gouvernement des hommes. Au roi de France, enfin, elles offrent comme un miroir, le miroir de l'absolutisme et de l'État moderne. Ma se vuoi